Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver après cet été. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposé, que vous êtes bien amusé, que vous avez bien profité de vos petits bouchons si vous êtes déjà maman. Et je vous souhaite une belle rentrée. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège. Jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la rentrée, bien évidemment, mais une rentrée que j'appelle à petits pas. Alors qu'est-ce que c'est la rentrée à petits pas ? Eh bien, pour tout vous dire, depuis environ 15 jours, j'entends parler de la rentrée un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que vous n'y avez pas échappé non plus. Et alors, ce qui me rend un peu folle, un peu dingue, c'est d'entendre 15 choses à mettre en place à la rentrée pour rester organisé. Faites ces 10 choses à la rentrée, vous aurez une super année. Voilà, j'entends beaucoup de chiffres. Et souvent, ça dépasse 10 choses. Et je trouve ça complètement dingue qu'on puisse dire aux gens, faites ces 10 choses ou faites ces 15 choses pour que votre année soit une année organisée, une année... Mais non, en fait, non, il n'y a pas 15 choses à faire pour avoir une année organisée. Il y a surtout se respecter et respecter son propre rythme, respecter son propre rythme de vie surtout. Et quand on est maman solo, clairement, la dernière chose à faire, c'est de se charger une to-do list de 10, 15, 20 choses à faire pour soi-disant être la maman la plus organisée qui soit à la rentrée, pour pas perdre de temps, pour profiter mieux avec ses enfants. Bref, pour pas se laisser déborder. Alors tout ça sur le tableau, oui, c'est chouette, c'est bien, c'est voilà, ça part d'une bonne intention et d'une bonne idée. Seulement, faut pas oublier que nous, on est des mamans solo et par choix ou pas, on porte quand même la charge mentale de notre famille, qu'on n'a pas de soutien, qu'on n'a pas de relais au quotidien. Donc ça sert à rien de vouloir mettre en place des choses qui peuvent marcher pour des familles, on va dire, classiques, où il peut y avoir du soutien ou du relais, là où nous, on n'en a pas. Il nous faut notre propre méthode. Et moi, j'ai adopté celle des petits pas. Alors, on reprend le scénario. Donc là, on revient de vacances. On est pleine d'énergie, pleine de nouvelles idées pour la rentrée. On veut changer plein de choses. On veut changer les meubles de place, revoir la disposition de la chambre de notre enfant. On veut mettre en place une nouvelle organisation pour les repas. On veut mettre une routine en place aussi pour éviter de perdre du temps le soir. Enfin bref, on est plein d'idées parce que clairement, on a fait le plein d'énergie. On s'est reposé. On n'est plus, les batteries sont plus à plat, elles sont rechargées. Donc, on a plein d'idées. Ça fuse de partout. Et c'est génial parce qu'on a vraiment besoin de cette énergie pour mettre en place des choses à la rentrée. Mais c'est un peu comme pour le nouvel an. À chaque fois qu'il y a une rentrée, il y a plein de bonnes résolutions. On est vraiment très motivé au départ. Et puis, les jours passent, la routine reprend, le rythme reprend. Et puis, on s'aperçoit que la motivation, elle descend un peu, que peut-être que ce qu'on avait prévu de mettre en place, ça marche pas comme on le voulait, que c'est plus compliqué aussi, qu'il y a des choses qu'on pensait possibles et qui, au final, demandent
plus de temps. Et du coup, la motivation, elle retombe. Et puis surtout, les mois passent, les semaines passent, et on s'aperçoit que il y a pas grand-chose qui a changé, ou peut-être une ou deux choses. Mais du coup, on verse dans la culpabilité de se dire, mince, pourquoi pour moi ça marche pas? J'avais dit que je ferais ça, j'avais dit que je mettrais ça en place, j'avais dit que, puis au final, voilà quoi, j'ai fait ça et point. Oui, mais justement, l'idée, c'est de se focaliser sur ce qu'on a réalisé. Parce que si au départ, on se fixe une liste de 10 objectifs à atteindre pour la rentrée, enfin pour la fin du mois de septembre par exemple, et qu'on n'en réalise qu'un ou deux maximum, on va se démotiver, on va se décourager en se disant je suis pas capable, voilà, en fait, j'avais dit que je ferais ça et puis ça encore et puis non, en fait, je me suis laissée reprendre par le quotidien et ça fonctionne pas et c'est aussi une façon de baisser son estime de soi, voire d'avoir son estime de soi à la baisse en se disant voilà, je suis pas capable. Les mots sont malheureusement très récurrents, hein. On a aussi un peu été élevé dans ce sens-là, hein, dans les je suis pas capable de faire ça. Alors que si on vise un objectif ou deux simplement, et qu'à la fin du mois de septembre, on a changé au moins une chose sur les deux, ça change complètement la vision des choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le je suis pas capable, on est dans le waouh, super, j'avais dit que je ferais ça et j'y suis arrivée. Donc ça change notre vision des choses, ça change notre estime de soi en se disant mais en fait je suis capable de faire changer des choses simplement, peut-être pas tout à la fois, peut-être simplement petit pas par petit pas. Et puis souvent on a tendance à oublier quelque chose, ou plutôt quelqu'un dans notre énergie folle de rentrée, c'est qu'on a un petit bout de chou aussi qui, lui, en fait, ça le perturbe beaucoup de voir que sa maman, elle veut tout changer. Elle veut changer des choses dans sa maison, elle veut changer des choses dans la chambre, elle veut réorganiser tout ce qu'il faisait avant. Les petits bouchons, ça les perturbe. Et oui, ça, on s'en rend pas forcément compte, mais eux, ils ont déjà leur univers qui a changé pendant l'été, puisque la plupart du temps, on est parti quelque part. Et donc, le rythme a changé, les repas ont changé, on a profité de l'été. On n'arrête pas de leur dire que bientôt c'est la rentrée, qu'il va falloir se recoucher tôt, qu'il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Et puis, en fait, au lieu de reprendre les bonnes habitudes, en fait, non, on veut tout bouleverser, nous. Parce que on a eu plein d'idées, on a vu des trucs sur les réseaux et on se dit oui, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il faut pour l'organisation. Donc, ça va encore plus les perturber. Or, ils ont déjà une rentrée à gérer. Et notamment quand ils vont à l'école, il y a de grosses nouveautés pour eux parce que la rentrée, c'est synonyme d'un nouvel univers pour eux. C'est une nouvelle classe, une nouvelle maîtresse ou maître, les retrouvailles avec les copains ou des nouveaux copains qui peuvent arriver. Il faut aussi gérer le fait que ils se retrouvent pas forcément dans la classe avec les copains de l'année dernière. Donc leur monde est bien bouleversé à la rentrée. Et nous, pas qu'on n'en fait pas cas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais dans notre envie de faire les choses bien, on a un peu tendance à minimiser que cet ouragan d'énergie qu'on a, en fait, peut vraiment perturber notre enfant à la rentrée. Et tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai envie de changer des choses, j'ai envie de mettre en place des nouvelles choses à cette rentrée parce que je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus et j'ai envie de changer quelque chose. Et je suis la première à te rejoindre parce que moi aussi, j'ai toujours envie de faire beaucoup de changements à la rentrée. Donc, je me contiens, crois-moi. Donc, moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est que parmi toutes ces idées que tu as de changement, d'en choisir une ou deux avec ton enfant qui ait un impact positif sur vous deux. Donc, exit on change l'heure du coucher, on prépare les affaires à l'avance, ce genre de choses, ou je vais faire du batch cooking ou quoi que ce soit. Non. L'idée, c'est vraiment de choisir quelque chose qui va vous impacter positivement tous les deux, ou tous les trois, hein, évidemment, suivant le nombre d'enfants que tu as. Évidemment, je parle toujours pour deux, mais voilà, tu m'as compris. Donc, quelque chose qui va impacter ton enfant également positivement
et renforcer votre complicité. Alors, je vais te donner quelques exemples auxquels j'ai pensé, des choses qu'on a déjà mis en place avec ma fille et puis ce qu'on a l'intention là de mettre en place à la rentrée. Donc, dans les choses qu'on a déjà mis en place, il y a le lâcher prise du week-end dès le vendredi soir. Et ça, j'en parle dans l'épisode 4 du podcast Comment gagner du temps pour soi quand on n'en a pas. On a l'habitude en fait de marquer l'arrivée du week-end dès le vendredi soir. Donc on change les habitudes on relâche les tensions, on relâche la pression. Et ma fille qui n'a pas d'écran de la semaine, dès le vendredi soir, elle a le droit quand elle rentre de la garderie, après avoir pris sa douche et s'être mis en pyjama, de regarder des dessins animés. Voilà, et puis on mange sur le canapé, la plupart du temps des restes ou alors des petites choses faciles à grignoter sur un canapé. Alors attention, pas forcément des choses ultra transformées, plutôt des choses saines. Par exemple, on aime bien les crackers avec le houmous, avec des petites tomates cerises en ce moment. Ça peut être des croque-monsieur aussi, c'est facile à manger sur un canapé avec un plateau dessous. Voilà, en tout cas, c'est le lâcher-prise qu'on a mis en place il y a déjà quelques temps et qui fonctionne bien pour nous deux. Parce que moi aussi, ça me fait du bien. Et puis, je ne regarde pas forcément les dessins animés avec elle parce que moi, je vais me mettre, par exemple, ma série sur mon ordinateur, mais je suis avec elle sur le canapé. Et ça, c'est très important parce qu'on est ensemble, tout simplement. Après, il y a autre chose qu'on a mis en place avec ma fille. C'est un signe qu'on a décidé toutes les deux pour stopper les colères. Qu'elle soit de son côté ou du mien, clairement, pour quand on voit qu'on monte dans les tours toutes les deux, là, qu'on surenchérit, qu'il y en a une qui veut avoir le dessus sur l'autre, que ça commence à vraiment crier et que c'est juste pas possible, parce que la plupart du temps, en plus, on s'énerve pour un rien. Donc là, on s'arrête, on prend le temps de respirer et on se fait un cœur avec les mains en signe de trêve pour faire la paix. Alors, ça se fait pas toujours tout de suite. Il faut qu'on se regarde. La première qui fait le cœur, en fait, doit accepter que voilà, maintenant il faut s'arrêter là. Et c'est pas toujours moi qui l'a fait. Croyez-moi, c'est pas toujours moi qui fais ce signe, mais c'est important. Parce qu'on se rend compte que ça peut dégénérer vite quand on n'est pas d'accord. Moi, je monte facilement dans les tours, j'ai tendance à crier. Et ma fille surenchérit et du coup, c'est insupportable, quoi. Et il y a un moment, on ne sait même plus pourquoi on crie autant. C'était quoi le point de départ de tout ça? Et puis surtout, ça vient gâcher nos moments alors qu'on pourrait être bien, tout simplement. Donc, on a décidé toutes les deux de faire ce signe pour arrêter l'autre. On a décidé du signe ensemble. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait être vraiment parlant pour que l'autre arrête. Et dessiner un cœur avec ses doigts, ça nous a semblé le bon signe parce que ça rappelle que tout ça, ce sont des émotions qu'on n'arrive pas à gérer, qui nous emportent et qui gâchent notre relation et que c'est notre amour qui prime avant tout. Autre exemple, très important pour notamment les bouts de chou qui vont à l'école, c'est le moment de reconnexion. Alors ça, on n'y pense pas assez, ou alors on va y penser quand ils sont tout petits, quand ils rentrent en petite section, moyenne section, grande section. Déjà, on commence à y penser un peu moins. En primaire, parce qu'il y a un gros changement, donc peut-être un peu au CP. Et puis après, en fait, on les voit grandir et on se rend pas compte, mais ils ont toujours besoin de ce moment-là. Pourquoi ce moment de reconnexion? Parce que tout simplement, on est séparés toute la journée, on se quitte le matin et puis on se retrouve le soir. Pendant ce temps-là, chacun a eu sa journée de son côté, chacun a eu des émotions à gérer, chacun a eu ses problèmes. Chacune de nous deux, en fait, a fait sa vie. Et en fait, le soir, quand on se retrouve, nous, les mamans, on a plus tendance à être dans... faut tenir la routine du soir, faut prendre sa douche, faut préparer le repas, faut faire les devoirs pour les plus grands.
On est à fond encore dans l'organisation. Nous, on relâche pas la pression. On dit toujours que c'est notre deuxième journée qui commence. Et du coup, on a un peu tendance à oublier que notre enfant, il a aussi eu sa journée. Et très souvent, ça dérape pour pas grand-chose. Clairement, on va pas se mentir. On met l'assiette d'une façon, enfin la mauvaise assiette, il voulait l'autre, le verre qui est pas de la bonne couleur et ça explose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de temps il n'y a pas eu de temps de reconnexion. Il n'y a pas eu de temps où on s'est retrouvés et on s'est reconnecté l'un à l'autre. C'est vrai qu'on a ce rythme à tenir et on est tellement dans le mental qu'on en oublie en fait que faut qu'on se retrouve en fait le soir. Et souvent les parents ils disent que les enfants ils racontent pas leur journée. La plupart du temps c'est vrai, mais les enfants en fait ils ont plutôt tendance à commencer à raconter des choses qui vont pas le soir avant de s'endormir. Ça vous devez connaître normalement. Et c'est vrai que pourquoi? Parce que ils vident leur sac émotionnel au moment où c'est plus calme, il n'y a pas de après, là il faut juste dormir. Donc généralement on s'est mis dans une ambiance calme, apaisante, la lumière tamisée, on lit l'histoire, on écoute une petite musique, une méditation, voilà. Et donc ça sort en fait. L'enfant il a tendance à parler parce que là c'est le moment où il peut parler. Alors que si on établit un moment de reconnexion après la fin de la journée, ou quand on rentre, qu'on récupère notre enfant à l'école ou à la garderie, en fait, c'est ce moment-là qui va être très important. On peut tout simplement, le moment de reconnexion, ça n'a pas besoin de durer un quart d'heure. Ça peut être un gros câlin, câlin dont on ne sort pas tant que l'enfant ne nous lâche pas. C'est très important aussi. Ça donne une bonne dose d'ocytocine à tous les deux. Et du coup, ça fait retomber un peu la pression. Nous, le fait rien que de sentir la peau de notre enfant, son odeur et tout ça, ça nous fait vraiment baisser la pression artérielle et ça fait du bien. Et l'enfant aussi, il a besoin de se reconnecter à sa maman. Il a besoin de ça. Et là, ça peut être aussi un moment où on peut lui poser la question, non pas qu'est-ce que tu as fait de ta journée ou est-ce que tout s'est bien passé, parce que c'est des questions ouvertes et donc ça amène trop de réponses, trop de possibilités de réponses. Donc par contre, on peut lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as retenu de que la maîtresse t'a dit aujourd'hui? Est-ce que la récréation s'est bien passée? Enfin, les récréations se sont bien passées. Voilà, des choses comme ça, quoi, qui peuvent être, où l'enfant va pouvoir cibler sa réponse pour vous répondre. Et puis, quelquefois, ça va donner lieu justement à la vidange d'un sac émotionnel par rapport à ce qui s'est passé dans sa journée. Donc, le moment de reconnexion, si tu l'as pas encore mis en place avec ton enfant, sincèrement, je te conseille vraiment, vivement de le faire. C'est 5-10 minutes, mais ça fait un bien fou aux deux. Encore une fois, ça ne va pas faire du bien qu'à ton enfant, ça va pas te faire du bien qu'à toi, ça va vraiment vous faire du bien à tous les deux. Et maintenant, je vais te dire ce que nous, avec ma fille, on a décidé de mettre en place à la rentrée. Donc, on s'est dit que ça pourrait être sympa de temps en temps de faire des petites sessions karaoké. Parce que au camping où on était, on a fait, il y avait une soirée karaoké et on est allé chanter toutes les deux sur la scène et vraiment en duo et on a chanté la chanson des Kids United, là, on écrit sur les murs, une chanson qu'on a choisie toutes les deux, encore une fois, et on a vécu un très beau moment de complicité. Donc, on s'est dit, ça pourrait être sympa de mettre en place des petites sessions karaoké comme ça, de temps en temps, à la rentrée. Voilà, quand on en a envie, toutes les deux. Alors, c'est pas une grande nouveauté, c'est pas un rituel du soir, c'est pas quelque chose de quotidien, mais c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Et puis, moi, dans ma grande énergie de rentrée, j'ai une envie, en effet, de
réorganiser ma cuisine. Il y a des choses qui ne vont pas dans la façon dont j'ai organisé mes tiroirs et mes placards. Enfin, en tout cas, qui sont moins pratiques que je le pensais. Je perds du temps à faire des allers-retours dans la cuisine. Il y a ma fille, quand je lui demande de mettre le couvert, en fait, je bloque le tiroir où il y a les assiettes et une partie des couverts parce que je suis devant mes plaques à induction en train de faire la cuisine. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je me suis dit, il faut que je réorganise en fait mes tiroirs et mes placards. Donc là, tu vas me dire, ok, mais ça, c'est la cuisine, c'est ton domaine, c'est pas un choix qu'on fait ensemble. Et pourtant, si, ça l'est, parce que moi, déjà parce que ma fille vit avec moi dans la maison, que la cuisine, elle y est aussi pas mal, que quand je lui demande de mettre le couvert, par exemple, il faut que ce soit pratique pour elle. Donc, clairement, elle est impliquée. Et puis aussi parce que quand je suis arrivée dans cette maison, ma fille avait donc 3 ans et demi. Et donc, j'avais consacré un tiroir où je lui avais mis toutes ses petites affaires à elle. Et notamment ses couverts, ses petits verres, les assiettes dans lesquelles elle mangeait. Elle était petite encore, donc et je m'étais dit, pour gagner en autonomie et parce qu'elle adore faire ça et que je pouvais pas faire ça dans mon ancien appartement, l'idée c'était vraiment de lui mettre un tiroir à sa hauteur pour qu'elle vienne chercher, qu'elle commence à apprendre à mettre le couvert, à ranger du lave-vaisselle dans son tiroir, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc elle a adoré ça, forcément, elle était contente, elle avait son tiroir et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, elle a presque 8 ans et demi et que elle a bien grandi, que le tiroir, elle est bien obligée de se baisser à chaque fois pour prendre ses affaires et que, voilà, c'est plus du tout adapté. Donc, il a fallu que je lui demande quand même si elle était d'accord pour qu'elle n'ait plus son tiroir à elle. Et ça n'a pas été une réponse immédiate, et elle m'a demandé du temps pour y réfléchir, donc ce que je lui ai accordé. Et au bout de plusieurs jours, en effet, là, elle vient de me répondre qu'elle était d'accord. Qu'elle était d'accord pour qu'elle n'ait plus son tiroir à elle, qu'on mélange maintenant nos affaires, enfin nos couverts, parce que c'était essentiellement des couverts et des verres et tout ça ensemble. Pour qu'elle puisse, puisqu'elle a grandi, qu'elle est grande aussi maintenant, qu'elle avait plus besoin de ce tiroir uniquement à elle. Donc voilà, donc ça va être mon chantier à moi, réorganiser l'agencement de l'intérieur de ma cuisine pour que ce soit plus pratique pour elle et moi. Donc encore une fois, ça la concerne. Là, ça c'est un changement un peu plus grand, donc qui va me demander un peu plus de temps. Et je vais m'arrêter là pour cette rentrée, parce que clairement, j'ai plein d'autres idées, mais comme je le disais au début de ce podcast, je pense que pour les changements de début de rentrée, ça suffit. Et quand j'aurai réorganisé, réagencé la cuisine comme je le souhaite pour que ce soit plus pratique pour elle et moi, je passerai peut-être à un autre chantier, entre guillemets, qui nous concerne, puisque, encore une fois, on vit toutes les deux dans cette maison. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a tendance à se dire, son domaine, c'est sa chambre. Le reste, je fais ce que je veux. Sauf que non, en fait, on vit vraiment à 2 ou à 3 dans un espace. Enfin, votre enfant, il n'est pas toujours dans sa chambre, quoi. Loin de là, clairement. Donc, tous les changements qui sont faits dans la maison, en fait, l'impactent aussi. Et ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance aussi à le minimiser. Donc, je pense que c'est important, à chaque fois qu'il y a un changement, on peut se concerter et se donner, se dire, tiens, ce meuble-là, je le remettrai bien là. Moi, j'ai fait ça quand on a réagencé le canapé, notamment. J'en ai d'abord parlé à ma fille et je lui ai dit, tu vois, j'en ai marre que le canapé soit dans cette position. J'aimerais bien qu'on le mette dans une autre position, ce qui nous permettrait d'avoir un petit coin bien séparé, ce qui nous permettrait d'avoir la table ici, ce serait moins ouvert. Enfin, voilà, je lui ai fait part de toutes mes idées.
Encore une fois, il a fallu lui laisser un peu de temps de réflexion, mais ensuite, elle m'a dit que c'était une très bonne idée et qu'elle aussi, elle aimerait bien qu'on fasse ça fasse un peu plus cocon. Et au final, on était très contentes toutes les deux quand on l'a fait. C'était l'année dernière, il me semble. Oui, je pense que c'était le chantier, entre guillemets, de la rentrée de l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Des changements à la rentrée, oui, bien sûr, mais en concertation, petit pas par petit pas. C'est très important, je pense, vraiment, de ne pas tout chambouler à la rentrée quand nos enfants font déjà le plein de nouveautés à l'école ou à la crèche. Voilà. Alors c'est sûr que quand ils sont plus petits à la crèche et tout ça, ça veut dire qu'on a plus la main, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Mais vraiment, au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut vraiment prendre en compte que eux aussi, ils vivent avec vous dans cet espace. Ce serait bien de leur laisser leur mot à dire, quoi. Et pour finir cet épisode, je vais te parler de 2 choses qui me tiennent à cœur et qui concernent la sécurité de ton enfant, donc qui sont essentielles. Je pense qu'on sera d'accord. La première chose, c'est de se promettre mutuellement de se le dire quand ça ne va pas. Alors tu vas me dire, oui, ça c'est la base. Moi, je dis à mon enfant, surtout, tu me parles quand ça va pas, tu gardes pas ça pour toi. Oui, mais est-ce que toi, tu le fais? J'ai bien dit mutuellement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'enfant ne va pas faire ce que tu lui demandes, mais il va reproduire ton propre comportement. Donc, si toi, un jour, tu rentres du travail en disant, avec une journée qui s'est mal passée, ou tu as eu une mauvaise nouvelle, ou ça s'est mal passé au boulot, que ton enfant il commence à blablater, à te raconter quelque chose et que tu l'arrêtes en lui disant « Attends, là, écoute, excuse-moi, mais j'ai eu une journée un peu difficile au travail aujourd'hui et je suis pas encore en mesure de t'écouter. Là, j'ai besoin d'un petit sas de décompression. J'ai besoin juste qu'on se sépare quelques minutes. Moi, j'ai besoin de souffler, de respirer. Et toi, tu peux avancer dans ta routine, prendre ta douche, voilà, je sais pas comment tu t'organises, mais juste qu'il te laisse ce moment-là, eh bien, tu verras que quand lui, il aura passé une mauvaise journée, tu sauras très vite. Parce que il va reproduire ton comportement, il va te dire « Attends, là, maman, j'ai passé une mauvaise journée ou il s'est passé des choses et là, j'ai besoin juste de mon petit moment à moi. » Et donc, tu auras l'indication qu'il s'est passé quelque chose qui ne lui a pas convenu, qui l'a perturbé. Et au moment de reconnexion, tu pourras revenir dessus et lui demander s'il a envie d'en parler, comment il s'est senti, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure, en fait. Il ne faut pas attaquer en disant « alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais par contre, j'ai entendu que tu m'as demandé un peu de temps, j'ai entendu que ça avait été difficile pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux m'en parler ? Et généralement, les enfants, quand ils sentent la sécurité, le sas de sécurité, et ils parlent. Il y a pas, voilà, si on instaure la confiance, il n'y a pas de raison qu'ils ne parlent pas. Et ça, c'est vraiment important parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe dans leur journée. On les confie à une institution qui est censée les instruire, mais aussi les protéger quand même. Et pourtant, dans les cours de récréation, il se passe parfois des choses que personne ne voit, parce qu'il y a toujours des petits coins secrets dans les cours de récréation que seuls les enfants connaissent. Et c'est pas forcément les choses que voient les professeurs, les maîtresses, les maîtres, les surveillants. Donc, c'est important que ton enfant, qui a vécu quelque chose de difficile, puisse te le dire, afin que toi, tu puisses en parler après, suivant évidemment la gravité des faits. Et si je t'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'à l'heure où j'enregistre, la rentrée est passée. On est le jeudi 4 septembre et ma fille a vécu un épisode traumatisant lundi, donc le jour de la rentrée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'épisode parce que c'est sa vie et je ne veux pas la divulguer. Mais il faut que tu saches que voilà, elle a vécu un épisode traumatisant lundi pendant une des récréations avec des copains. Et elle m'en a parlé quasiment tout de suite. Je l'ai récupérée lundi soir après l'école. Je lui ai demandé si elle avait passé une bonne journée. Et elle m'a répondu moyen. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. C'était le jour de la rentrée, nouvelle classe, nouvelle maîtresse, donc je lui dis écoute, on va en parler, on va chercher un petit goûter à la boulangerie et puis on va en parler toutes les deux. Et en fait, elle n'a pas attendu qu'on soit posées toutes les deux pour m'en parler. Elle m'a dit écoute maman, il s'est passé quelque chose à la récréation aujourd'hui
et je vais pas bien. Donc là, forcément, j'ai été alertée sur le je vais pas bien. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux m'en parler? Et elle m'a dit, oui, je veux te dire ce qui s'est passé. Et là, elle est pleine de colère, elle m'a tout raconté. Donc, encore une fois, c'est pas sur le fait en lui-même, je dévoilerai rien, mais c'est juste pour dire, elle m'a raconté les choses. Elle m'a dit très, très vite ce qui s'était passé. Et ça lui a fait du bien parce qu'elle s'est sentie entendue. Je lui ai dit, mais je te crois, ok, on va voir ce qu'on peut faire parce que, en effet, cette situation ne peut pas rester comme ça et tu dois être entendu pour aller mieux. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est important de verbaliser auprès de son enfant quand nous, on va pas bien parce que lui, quand il va pas bien, il va aussi verbaliser auprès de toi. Et enfin, une dernière chose que moi j'ai mis en place depuis plusieurs années maintenant parce qu'elle me semble essentielle pour la sécurité de ma fille, c'est pas de secret avec les adultes. Un enfant ne doit pas avoir de secret avec des adultes. Je pense que c'est essentiel parce que, on le sait, le secret, c'est l'arme des prédateurs. Donc, comme je lui ai dit, tu peux avoir des secrets avec tes copains-copines, mais avec les adultes, non. Ou alors, et c'est là qu'intervient la notion de bon et mauvais secret, ou alors, si c'est pour préparer une surprise à quelqu'un, ou si c'est quelque chose qui va être révélé. Donc le bon secret, c'est celui qu'on peut avoir avec un adulte à condition que sur une période très très courte, il soit révélé. Donc la plupart du temps, c'est on fait une surprise à maman, c'est un secret, il faut pas le dire, mais jusqu'à ce que maman le sache, c'est-à-dire très rapidement. Et le mauvais secret, évidemment, c'est l'autre. C'est celui où on dit, tu le répéteras jamais, il faut pas le répéter à maman, il faut le répéter à personne parce que tu pourrais lui faire du mal, parce que elle pourrait être en colère contre toi. Le fameux, c'est notre petit secret. Donc ça, c'est juste pas possible et pas entendable. Donc je t'invite vraiment à y penser parce que pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment un élément clé de la sécurité de nos enfants. Et j'ai déjà eu d'ailleurs des retours de ma fille sur cette histoire de secret, puisque un jour, ma nièce lui a donné un bonbon en secret quand elle était chez elle. Et elle lui a dit, tu diras pas à maman, hein, c'est notre secret, tu diras pas à maman. Et en fait, dès que ma fille m'a retrouvée, c'est-à-dire 1 heure plus tard, elle m'a dit, maman, il faut que je te dise... Et Manon, elle m'a donné un bonbon et je voulais pas parce que il y a pas de secret avec les adultes, alors je voulais pas te le cacher. Ça m'a fait sourire sur le moment et en même temps j'étais fière parce que je me suis dit ça fonctionne. Pas de secret avec les adultes, ça fonctionne. Bon, après on a un peu rigolé avec ma nièce, surtout que j'interdisais pas les bonbons. En plus on était en pleine période de fête, donc clairement, enfin bref. Mais c'était assez marrant. Je sais plus quel âge elle devait avoir dans les 5 ans. Et voilà, tout ça pour dire que généralement, ça les marque bien et bien différencier le bon et le mauvais secret. Et puis, une dernière chose qu'on a mis en place aussi avec ma fille et qui a trait à la sécurité, c'est le mot de passe. J'avais vu ça sur les réseaux, une maman, je crois, qui avait partagé son astuce et je l'ai trouvée très intelligente. Donc, c'est quoi le mot de passe? C'est définir un mot de passe entre toi et ton enfant qui permet à ton enfant de faire confiance à une personne ou pas. Je m'explique. Si tu as un mot de passe avec ton enfant et que tu as un empêchement, un imprévu, que tu peux pas aller le chercher quelque part, ou qu'il se perd dans la foule et que quelqu'un vient le voir et lui dit viens, ta maman te cherche partout, viens avec moi, je te ramène à ta maman. L'enfant doit alors lui demander le mot de passe. Et si la personne n'a pas le mot de passe, il doit rester là où il est, ne pas partir avec et faire du bruit pour que la personne s'en aille. Alors, tu peux me dire ça va lui faire peur et en même temps, je pense que c'est important parce qu'on sait aujourd'hui, les gens qui vous veulent pas forcément du bien ne sont pas forcément que des inconnus. Donc, il y a aussi des personnes qu'on peut connaître et que les enfants connaissent dans leur entourage. Donc, si quelqu'un n'a pas de bonnes intentions envers ton enfant et vient le chercher
quelque part. Alors normalement à l'école, ils doivent pas le laisser partir avec quelqu'un à qui tu n'as pas donné l'autorisation par écrit, à qui t'as pas donné les numéros de téléphone et tout. Mais bon, sait-on jamais. Hein, il peut aussi y avoir des failles. Hein, les gens sont humains, donc voilà. Donc et si on reprend l'histoire de la foule, l'enfant se perd dans la foule, c'est beaucoup plus concret. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus parlant. Eh bien, ça évite à l'enfant de partir avec quelqu'un à qui on n'a jamais demandé qu'il parte avec. Et moi, comme je lui ai dit, s'il m'arrive quelque chose, si, je sais pas, j'ai un accident ou je suis transportée à l'hôpital et que je demande à quelqu'un de venir te chercher, je lui donnerai toujours le mot de passe. Et sans le mot de passe, tu ne dois pas partir avec, même si tu connais la personne, même si c'est le papa d'une copine ou quelqu'un que tu as déjà vu parler avec maman. Voilà, sans le mot de passe, tu restes où tu es. Donc ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve important parce que ça donne aussi un peu confiance à l'enfant. Ça lui permet de situer où est le danger et d'avoir un outil pour rester en sécurité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et que tu en auras retiré des choses intéressantes pour toi. Je voulais aussi ajouter un petit message parce que je ne l'ai pas fait en début d'épisode, donc je le fais maintenant, pour vous remercier toutes de m'avoir écouté pendant cet été. J'ai eu énormément d'écoutes cet été, alors même que j'ai posté le dernier épisode le 5 août. J'ai eu plus de 350 écoutes depuis le 5 août. Donc merci à toutes. Pour ce succès que vous faites de mon podcast. Aujourd'hui, je suis à près de 1000 écoutes au bout de 2 mois de création et sachant que je n'avais sorti que 6 épisodes. J'ai été classée dans l'été 17e meilleur podcast sur le thème de la parentalité sur Apple Podcast. Je n'en suis toujours pas revenue. Donc, j'ai des petites infos comme ça qui m'arrivent de temps en temps et qui vraiment me font chaud au cœur et m'encouragent à continuer encore et encore. Merci aussi pour tous les messages privés que j'ai reçus cet été. Vous êtes adorables. Encore une fois, c'est beaucoup. Toutes vos paroles m'encouragent à continuer. Donc, je vais continuer. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes si ce n'est pas déjà fait, à m'envoyer un petit mot, donc soit sur Insta, soit sur l'adresse Gmail dans le rétro de ma pmasolo@gmail.com, à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify parce que cela m'aidera à faire connaître le podcast pour qu'il arrive jusqu'aux oreilles des femmes qui en ont besoin et bien sûr à le partager autour de toi pour qu'il puisse servir au plus grand nombre. Je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt. Bye bye.